Je vais tout de suite accueillir Caroline Gignon, la responsable du Forum Energaia, qui va vous souhaiter officiellement la bienvenue au Forum et à cette séance de Live Pitch. Bienvenue Caroline. Merci. Est-ce que tout le monde m'entend? Parfait, je vois les têtes qui hochent. Parfait. Tout d'abord, merci, bonjour, et merci à vous pour votre présence. C'est la deuxième édition des Trophées d'innovation que nous avons donc lancé l'année dernière. Notre volonté était de mettre en avant les innovations de nos exposants. Aujourd'hui, la transition énergétique et le mix énergétique et le développement des ENR, ce n'est plus un sujet, c'est une réalité. On sait que pour aller vers cette transition énergétique, vers notre souveraineté énergétique, nous avons besoin de développer les projets de la filière des ENR. Et donc ces trophées de l'innovation sont une aide, on va dire, aux collectivités, aux industriels pour mettre en place ces projets ENR. Donc nous sommes très fiers de présenter les 12 sociétés qui vont présenter chacune leur innovation lors du pitch qui vont suivre. Comme je le disais, c'est une aide donc, au développement des projets des ENR et on espère que justement ces innovations auront un écho auprès de nos collectivités, notamment qui mettent en place ces différents projets pour le développement de la filière ENR et de la transition énergétique. Voilà, je laisse la parole à Jean-Marc et bonne chance à vous tous. Merci beaucoup Caroline. Merci également aux membres du jury qui sont là. Ils sont 5 et on les remercie de leur présence et de leur contribution. Je vais vous les présenter. Alors ils sont de dos mais pour mieux vous entendre. Donc Anne-Sophie Dessillon, directrice du développement des marchés et de la transition énergétique de la Commission de régulation de l'énergie. Ça y est, je l'ai dit. Ensuite, Sophie Fabreja, chef de rubrique énergie à Actu Environnement. Ensuite, Cécile Chéniaud, journaliste à La Tribune. Ensuite, Philippe Bochet, directeur délégué aux enjeux énergétiques et à l'écologie industrielle pour la région Occitanie. Et Serge Zaka, agronome, docteur en agroclimatologie, fondateur d'Agroclimat 2050 et accessoirement chasseur d'orage. Et vous pouvez admirer ces clichés un peu partout dans le salon. Voilà, merci à vous. Vous allez évaluer nos candidats aujourd'hui. Sans plus attendre, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler. Je vous rappelle qu'on a... j'ai pas affiché vos photos et votre titre. Voilà. Voilà, les membres du jury. Ensuite, je vous explique comment ça va se dérouler. Je vous rappelle, nous avons 4 catégories et c'est la particularité, je pense, de ces trophées de l'innovation Energaia. Il faut le rappeler dans l'industrie, c'est que nous avons voulu des catégories transversales, quelles que soient les typologies d'énergie. C'est essentiel par rapport au positionnement d'Energaia, ça le reflète. 4 catégories, catégorie internationale, catégorie déployabilité, puis écosystème, puis circularité. Nous aurons ensuite... Sachez-le, pour mémoire, tout à l'heure dans la cérémonie qui aura lieu dans cette même salle à partir de 12h15, nous aurons aussi un 5e prix qui sera le prix coup de cœur de la région. Vous voyez là, en plus, les 12 sociétés qui sont là, qui vont se présenter et que vous allez voir. Et on les remercie pour tous leurs travaux de préparation. Sans plus attendre, on va entamer avec la catégorie internationale. Je vous explique comment vont se dérouler chacune des 4 séquences. Nous allons entrer dans la catégorie internationale. Nous allons écouter successivement les 3 sociétés qui vont venir ici à tour de rôle pour présenter. Et puis, à l'issue de cette présentation des 3 sociétés, les membres du jury pourront vous poser des questions-réponses. Éventuellement, accessoirement, je prendrai des questions de la salle aussi. Mais en priorité, le jury est interactif avec vous également. Voilà comment ça va se dérouler. Donc, il faut bien une première. Je la cherche du regard. Je ne la vois plus. Normalement, elle est par là. Elle est là. Voilà. Donc, on va tout de suite accueillir Alexandra Kluvac, qui est Sustainability Manager chez Eliorec, qui rentre dans cette catégorie internationale. Le temps que vous vous installiez, Alexandra, je rappelle, la catégorie internationale, qu'est-ce qui nous intéresse? On va aller voir dans quelle mesure la solution ou le service qui a été conçu, développé, a été pensé pour être déployé à l'échelle internationale, en tenant compte de contraintes de normes, de réglementation, d'urgence, voire d'opportunités environnementales.
Voilà, c'est ça la catégorie internationale. Donc, ça va, vous êtes prêtes, tout va bien. Donc moi, je vous laisse la zapette. Je vous rappelle que vous parlez dans le micro. Je vais juste vous demander encore une seconde parce que je vais prendre mon timer ici. Et puisque je suis le gardien du temps des 2 minutes. Donc, si vous êtes prête, vous zappez juste sur en avant et vous serez sur votre présentation et je me tais. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandra et aujourd'hui je vais vous présenter le produit innovant d'Eleorec, le système solaire flottant pour les zones côtières. Aujourd'hui, la plupart des solutions solaires flottantes qui existent sur le marché sont conçues pour les eaux calmes. Il y a un manque de produits robustes qui peuvent résister aux conditions marines extrêmes. C'est pour ça que Eleorec a développé un système solaire flottant qui peut résister aux vagues de 4 mètres et au vent de 200 km par heure. Notre produit s'adresse spécifiquement aux ports, aux villes côtières, aux industries maritimes qui n'ont pas suffisamment de terrain disponible mais qui disposent des surfaces aquatiques sous-utilisées. Donc on aide à nos clients de transformer leurs espaces aquatiques inutilisés à des infrastructures solaires rentables, à accéder à une électricité qui est 3 fois moins chère que celle du réseau, ainsi qu'atteindre leurs objectifs climatiques. Notre système solaire flottant peut être installé partout dans le monde, plus précisément dans 70% des zones côtières. Nous avons déjà développé plusieurs projets dans différents pays et sur divers continents, notamment en France, en Belgique, en Tanzanie et en Indonésie. Sur l'écran, vous pouvez voir notre démonstrateur dans le port de Brest et comment notre système peut résister aux variations des vagues. Nous sommes fiers de dire que nos flotteurs sont fabriqués en France, en Bretagne, ce qui garantit la qualité et la traçabilité de notre produit. Nous avons apporté ici à Energaia notre flotteur avec le panneau solaire. Donc si vous êtes intéressé, nous serions ravis de vous accueillir sur notre stand dans le même hall B3. Et merci beaucoup pour cette opportunité de vous présenter notre innovation. Bravo. Bravo, ça y est, c'est fait. Voilà. Et en plus, parfait, le timing, c'est génial. Merci. Vous avez même avancé le slide pour le suivant. Vous êtes parfaite. Ensuite, j'invite Louis Delem à venir nous présenter. Louis est CTO de Kant. Je vais doublement le remercier parce qu'il y a 2 jours, il ne savait pas qu'il allait pitcher. Le PDG de la société devait le faire, mais il est à l'hôpital avec une appendicite. Tout va bien. Mais en tout cas, c'est Louis au pied levé qui a repris le bâton et qui va présenter. Louis, vous avez la zapette, vous avez les 2 minutes. Je suis prêt, c'est quand vous voulez. Vous avez un retour en face, si vous voulez, juste à votre pied. Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Donc, chaque année, des millions d'oiseaux traversent nos continents, de l'Europe à l'Asie, en passant par l'Afrique, l'Australie et les Amériques. Ils suivent des routes migratoires vieilles de plusieurs millénaires, mais aujourd'hui, ils doivent traverser de nombreux parcs éoliens. Donc, on est tous d'accord. La transition énergétique est essentielle aujourd'hui, mais elle ne peut pas se faire au détriment de la biodiversité. C'est pour faire cohabiter l'énergie éolienne et la nature que Kant a développé Biwi, pour que cette énergie vertueuse soit aussi protectrice. Biwi, c'est un système de détection avifaune, intelligent, capable de détecter, de suivre et de traquer les oiseaux jusqu'à 1000 mètres. Grâce à l'intelligence artificielle embarquée, Biwi anticipe les risques de collision et permet de stopper les éoliennes. Nous avons voulu que Biwi soit un système simple à fabriquer, simple à déployer et surtout simple à maintenir. Ainsi, il est conçu à partir de composants standards avec une architecture modulaire qui permet une production locale, partout dans le monde, sans transport massif de matériel, ce qui réduit énormément l'empreinte carbone. Sa maintenance est facile, réalisable par une équipe locale, formée en quelques heures. Biwi s'installe sur tout type d'éolienne, sans modification structurelle. Aujourd'hui, Biwi est prêt pour l'Afrique, qui va tripler son nombre d'éoliennes d'ici 2030. Prêt pour le Japon, qui investit énormément dans les parcs marins. Prêt pour l'Australie et les Amériques, qui représentent des milliers de kilomètres de routes migratoires. Et surtout prêt pour le offshore.
Notre ambition est simple, faire de Biwi le standard international de la cohabitation entre énergie et biodiversité. Nous en sommes convaincus, la véritable intelligence, pour nous, c'est celle qui protège le vivant. Merci de m'avoir écouté. Et bravo. Merci beaucoup. Parfait pour le timing. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je vous invite à redescendre. Vous remonterez tout à l'heure pour les questions-réponses. On va tout de suite poursuivre avec Vincent Matelli, qui est directeur Large Scale France de SMA France. Vincent, ça va être à vous. Je vous donne la zapette. Voilà. Et vous y allez quand vous voulez. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour au jury. Je crois qu'on est tous conscients que la transition énergétique, c'est un défi qui est planétaire. Elle passe par une électrification et un déploiement massif des renouvelables, le solaire, l'éolien. On est tous des acteurs assez engagés de ce développement. Ce développement et cette transition, elle a une condition, c'est la parfaite intégration au système électrique existant pour garantir leur stabilité et leur sécurité. Voilà, pardon. Voilà, je vais passer directement à la suite. Donc nous, chez SMA, depuis plus de 40 ans, on ne cesse d'innover pour apporter des solutions à l'ensemble des acteurs du marché. Et cette année, on est particulièrement heureux et fiers de pouvoir vous présenter notre nouvel onduleur 100% dédié au stockage de l'énergie. Il s'appelle le Sunny Central Storage Up S. Donc, qu'est-ce qu'il a d'innovant ? Il intègre une technologie de semi-conducteur qui s'appelle le Silicon Carbide MOSFET. Alors, je suis désolé, c'est un des termes un petit peu barbares, mais en gros, ce que va apporter cette solution, c'est une concentration maximale de la puissance. On est aux alentours de 4,6 MW, un rendement très important, 99,2%. Très peu de rating en température. On considère que l'énergie qu'on produit et qu'on veut stocker pour l'utiliser pour soutenir le réseau, elle est bien trop précieuse pour qu'on puisse la laisser se dissiper en chaleur. Un design simplifié avec très peu de maintenance qui permet à n'importe quel opérateur d'opérer ces machines-là pendant plus de 20 ans. Et surtout, pour la déployabilité à l'international dont on a parlé, une compatibilité technologique aux différentes marques et typologies de batteries. Ainsi qu'une conformité à l'ensemble des normes et standards internationaux et locaux. Donc c'est la solution qui est aujourd'hui sur le stockage de grande échelle la plus rapidement transportable, installable et donc déployable depuis nos usines de fabrication en Allemagne. Aux quatre coins du monde, on s'appuie sur 20 filiales un petit peu partout dans le monde justement pour pouvoir installer et accompagner nos partenaires sur ces marchés-là. Notre objectif, il est vraiment de déployer partout des actifs performants, fiables et durables pour assurer la stabilité et la résilience des réseaux électriques. Ces solutions-là, elles sont déjà en installation, elles sont déjà installées en Écosse, en Australie et au Chili et bientôt en France. Merci beaucoup. Merci Vincent. Il faut remettre le casque pour m'entendre. Et je vais garder la zapette, voleur de zapette. Merci. Hop. Alors, non, en fait, restez sur scène et je vais inviter Alexandra et Louis à revenir puisqu'on va être au moment des questions interactives avec le jury. D'une part, peut-être la salle s'il y a des questions. Mathias, je vais vous demander un micro pour moi aussi, s'il vous plaît. Merci. Et Mathias est là pour le jury, pour les questions. On est à votre écoute. Avez-vous des questions ? Alors oui, j'en ai une. Pourquoi je suis étonné, Serge ? Je sais pas. Je ne sais pas. Alors j'en ai deux même. Pour Héliorec, on peut avoir des dépôts de sel sur les panneaux photovoltaïques. Comment vous gérez le problème du sel ? Non, ça ne pose pas de problème. Salinité, donc avec les matières qui sont utilisées pour les panneaux solaires, il n'y a pas aucun souci. Il faut juste faire les opérations de maintenance idéalement tous les 3 mois. Ok. Et les nettoyer. Et tant que j'ai le micro. Alors pour Kant, est-ce qu'il est prévu un transfert des connaissances aux scientifiques, c'est-à-dire une archive des routes migratoires dans un contexte de changement climatique ? Je pense qu'il est intéressant de connaître les dates d'apparition des premiers oiseaux en descente vers le sud ou remonter vers le nord. En effet, nous travaillons avec les scientifiques et notamment les ornithologistes. L'idée, nous, c'est vraiment on remplace juste ce qu'un travail d'opérateur vidéo. Et ensuite, on communique avec toute transparence et avec plusieurs bureaux d'études, justement, pour observer, par exemple, des oiseaux migratoires. On le sait avec le changement climatique, justement, ces routes changent
Et on pensait par exemple que la cigogne noire n'apparaissait plus à partir dans l'entrée en hiver. Et puis on se rend compte que sur certains sites, en fait, ça continue. Donc nous, on travaille en totale transparence. C'est l'idée et c'est aussi ce qui nous démarque un peu. Merci. Moi, j'ai aussi une question pour Kant. Pardon. Oui, je me demandais, les systèmes de détection avifaune, il en existe déjà. En quoi est-ce que le vôtre diffère de ceux qui existent? Et est-ce qu'il serait adaptable sur des éoliennes terrestres ou est-ce qu'il y a vraiment une spécificité pour les éoliennes en mer? Non, il est adaptable pour tout type d'éoliennes. Il est déjà d'ailleurs installé sur 25 éoliennes terrestres à l'heure actuelle. La particularité. La particularité, oui. Rapport à- Alors la particularité, c'est que nous disposons d'une caméra motorisée dite de zoom tracking. Donc en fait, comme un SDA classique, on va avoir un dôme de vision à 360 autour des éoliennes. Mais dès qu'on détecte la présence d'un oiseau, la caméra zoom tracking va venir se positionner sur l'oiseau, prendre une image en très haute définition, zoomer, et ce qui va permettre d'obtenir ce qu'on appelle en intelligence artificielle des features. Donc on va pouvoir observer la forme de la queue, la forme des ailes, la forme de la tête, et avoir une classification très spécifique de l'espèce et une estimation de la distance. Et en plus de cela, du coup, combiné avec les modèles mathématiques qu'on a mis en place, on est capable de prévoir les trajectoires et ce qui vont entrer en collision avec les éoliennes et de s'arrêter du coup spécifiquement par espèce, par comportement, etc. Merci. Je vois une question aussi. Ah, allez-y. Moi, question pour SMA, s'il vous plaît. Donc, sur la catégorie internationale, il était prévu d'expliquer les opportunités de financement. Donc, en France et en Europe, je vois à peu près que les gestionnaires de réseau sont capables de participer au financement dans le cadre d'un allègement des charges de déploiement du réseau qui est assuré par finalement le stockage. Est-ce que dans les autres pays à l'international, on a des systèmes de financement qui peuvent être similaires? Oui, en fait, vous allez avoir des sources de revenus. Le financement, c'est un aspect, mais en fait, pour financer, il faut générer du revenu pour ces actifs de batterie. Et aujourd'hui, l'intérêt de ce type de solution, c'est justement d'augmenter la capacité et le rendement pour mieux utiliser la capacité de la batterie et pouvoir justement faire ce qu'on appelle en anglais du revenu stacking, en tout cas de l'empilement de chiffre d'affaires, on va dire, pour les développeurs de batteries qui vont venir apporter du service au réseau. Donc on peut faire du décalage de charge, on va mettre du soleil ou du vent en bouteille dans le stockage, mais c'est pas que du décalage de charge. Aujourd'hui, l'intégration du stockage, c'est venir apporter de l'inertie virtuelle, de venir apporter un certain nombre d'autres services de soutien au réseau. Et tous ces services-là, ils vont être monétisés, on va dire, par les opérateurs réseau dans les différents pays. En Écosse, par exemple, il y a un programme qui s'appelle Pathfinder, dans lequel les développeurs vont venir pouvoir choisir quel service ils viennent apporter au réseau et avec un revenu associé qui vont rentabiliser leur batterie et apporter le service qui est attendu pour mieux permettre l'intégration des renouvelables sur ces réseaux-là. Et question pour Kant, vous avez avancé une fabrication en France. Est-ce que c'est vraiment une fabrication non, pardon. Non, je Question pense que c'était pour Eliorec. Eliorec, pardon. Excusez-moi. Vous avez avancé une fabrication en France. C'est vraiment la fabrication en France, y compris des modules, ou c'est que l'assemblage? Non, exactement. On produit les flotteurs et le connecteur pour ces flotteurs en France. D'accord, très bien. Merci. Encore des questions, Anne-Sophie Dessillon. Bonjour, merci. Première question pour Eliorec. Ça rejoint un peu la question sur la maintenance. Vous avez dit, vous m'entendez? Oui, mieux. Oui, c'est bon. Vous avez dit que vos CAPEX sont similaires à ceux d'installation sur un PV BAT. Est-ce qu'en maintenance, c'est aussi similaire ou est-ce qu'il y a des surcoûts de maintenance dus justement au sel ou à la mer? Non, les coûts de maintenance sont similaires aussi aux coûts de... Ça dépend. Il faut que je vérifie les coûts de maintenance pour le... Mais c'est pas beaucoup, c'est pas cher en fait. C'est pas cher. Ma deuxième question, ça sera pour Kant. J'ai pas très bien compris si on doit mettre un module par éolienne ou il y en a un pour le parc ou 2, 3 pour le parc. C'est bien un module par éolienne, en fait, selon la distance à laquelle on veut voir. Donc les distances que j'ai énoncées durant ma présentation, c'était pour 4 modules, donc pour voir à 360 autour de l'éolienne. On peut augmenter à 8 modules pour une éolienne, pour voir encore plus loin. Car si on diminue la focale, on augmente la distance à laquelle on peut voir, donc pour voir encore plus loin que les 1000 mètres annoncés.
Et j'avais une deuxième question. Comment ça se passe? Vous dites qu'effectivement, à un moment, du coup, ça arrête l'éolienne de manière automatique. Est-ce qu'il n'y a pas des risques de faire des stop and go? Comment l'éolienne reçoit l'ordre de redémarrer? Donc nous, après, on s'organise avec les exploitants du parc éolien. En général, on communique par des protocoles spécifiques avec l'éolienne. Et la méthode d'arrêt de l'éolienne standard, c'est de faire tourner ses pales pour prendre le vent en sens contraire et ralentir. Le temps de ralentissement est d'environ 30 secondes. Et ma dernière question, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, pour SMA, Pas jaloux. est-ce que vos systèmes sont aussi adaptés aux besoins, notamment des systèmes, des zones non interconnectées, qui ont des besoins de stockage et de services un peu spécifiques? Du coup, SMA est un acteur historique. Ça fait plus de 40 ans qu'on existe. On est un industriel allemand. Ça fait 20 ans qu'on est en France. Et quand on a commencé le solaire photovoltaïque, en fait, on vient de l'off-grid, de tout ce qui est déconnecté du réseau, donc de l'intégration du stockage et tout un tas de fonctionnalités qui sont celles des mini-grids ou de tout ce qui est déconnecté du réseau, alors pas forcément les ZNI. Donc le soutien réseau, le départ à partir d'un réseau faible, le soutien à des réseaux non existants, ça fait partie de notre savoir-faire et aujourd'hui on l'applique sur les nouveaux réseaux et on a fait beaucoup de projets ZNI avec nos partenaires notamment. Et je pense que c'est un point important que vous mentionnez parce qu'aujourd'hui toutes ces fonctionnalités et cette utilisation du stockage, beaucoup semblent la découvrir. Mais en France, et je pense qu'on doit en être fiers, les appels d'offres ZNI qui apparaissaient pour beaucoup comme très 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 complexes et où je ne vais pas dire personne ne voulait y aller, mais en tout cas ça demandait beaucoup d'efforts intellectuels et technologiques pour l'ensemble des acteurs. Il y a plus de 10 ans, je pense, maintenant que les premiers appels d'offres ont été lancés. C'est ce qu'on fait à plus grande échelle aujourd'hui sur des réseaux qui ne sont pas des îles comme la Corse, comme la Martinique, la Guadeloupe ou la Réunion. Donc et on est sur ces projets depuis les tout premiers. J'ai dit une bêtise? Non, vous n'avez pas dit de bêtises. Il y a des gens qui se prennent en photo et ça vous perturbe. On est désolé. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non, c'est bon. Alors, ce que je vous propose, c'est vous remercier, vous réapplaudir parce que voilà, il y a les pitchs, il y a les questions-réponses, c'est aussi costaud. Merci. On va passer tout de suite à la deuxième catégorie. Je vais appeler Thomas Dessus à me rejoindre sur scène. Je vais lui laisser la zapette ici. Alors, deuxième catégorie, déployabilité. 3 sociétés, Celsius, GSE, Sopra Solar. Déployabilité, je vous rappelle ce que nous allons plutôt fouiller comme argument et qu'est-ce que vous avez développé en termes de quelle simplicité et rapidité d'implémentation de votre solution. Quelles innovations, tant technologiques, servicielles ou même quelquefois de gouvernance, vous avez pu développer pour faciliter la mise en œuvre d'une solution. Il peut y avoir des solutions très très innovantes, mais dont derrière la mise en place n'est pas forcément si simple que ça pour plein de raisons. Donc on est très curieux de vous entendre. Vous allez avoir 2 minutes. Je vais essayer de gérer en même temps le chrono, les notes, le micro. C'est quand vous voulez. Ouais. Voilà. Et voilà. Ah, c'est bon. Bonjour à tous. Donc, je représente la société Celsius Énergie, donc entreprise experte en géothermie du groupe SLB, connue mondialement comme étant un acteur de la transition énergétique. Notre mission est simple, déployer la géoénergie rapidement pour décarboner les bâtiments et durablement leur consommation et réduire durablement leur consommation, et ceci grâce à l'intégration de l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est ce qui est important dans la géothermie puisqu'il y a quand même beaucoup d'acteurs qui gravitent autour de ce type de projet. Donc du coup, on va faire une conception optimisée de la solution puisqu'on est bureau d'études. On a également la possibilité de faire nos forages inclinés, donc des forages géothermiques dirigés. C'est la grosse particularité de notre solution, inclinée. On conçoit également et on réalise un local technique multisourcé. Et quatrièmement, on orchestre l'ensemble de ces éléments, c'est-à-dire qu'on pilote la géothermie, on pilote la PAC ou la chaudière sur place, les panneaux solaires, les batteries électriques et la batterie thermique qui est sous nos pieds, parce que voilà, c'est la géothermie, c'est ça, c'est une batterie thermique chaude et froide sous nos pieds. La déployabilité, en fait, elle est au cœur de notre technologie, puisqu'en fait, on est capable de déployer notre solution sur 90% du territoire, et ceci grâce à une emprise au sol divisée par 100. C'est pas rien par rapport à de la géothermie classique qui en fait prend beaucoup de place. Donc en fait sur 2 places de parking on est capable de poser 21 sondes, forer 21 sondes. Donc
ça permet d'équiper des bâtiments de plus de 6000 m². Donc c'est quand même assez important, même dans des zones hyper denses. Donc la géothermie est accessible et déployable partout. À titre d'exemple, donc voici un beau bâtiment qui a été réalisé il y a peu de temps et qui en fait est un bon exemple de déployabilité, puisqu'en fait en même pas 3 mois on a réussi à rénover et à réduire la consommation du site par 4 ainsi que ses émissions carbone avec un ROI inférieur à 10 ans. Voilà. Donc notre solution en fait est déployable et également pertinente économiquement. Et donc du coup, c'était pour expliquer que voilà, cette solution était très compacte, très performante, opérationnelle en France, aux États-Unis maintenant, et on souhaite la déployer dans le monde entier. Donc voilà, le message que je voulais faire passer aujourd'hui, c'est que la géothermie et la géoénergie, c'est pas une énergie du futur, c'est une énergie de maintenant et déployable à grande échelle. Voilà. Merci beaucoup. Merci Thomas Dessus, ingénieur d'affaires France Sud CSU. J'appelle tout de suite Florence Guérin de GSE. Pour nous présenter Ground System Evolution. Je vais afficher votre slide, voilà. Vous êtes là. Et c'est quand vous voulez, Florence. Merci. Bonjour à tous. Donc, dans un contexte d'accélération du solaire, on a voulu que les installateurs puissent installer plus rapidement, simplement et sur de plus grandes surfaces avec le moins de contraintes possible. C'est pourquoi nous avons construit ce système de montage au sol, et donc il ne nécessite ni béton ni percement pour ne pas abîmer le sol. Nous avons aussi voulu que ce système puisse aller sur tous les types de terrains plats, mais aussi avec tous les types de modules standards. Et donc pour cela, on a créé ce produit. Pardon. Et donc ensuite, c'est une innovation pour nous, car on a travaillé avec les installateurs, avec notre ancien produit qui nous ont fait des remarques. On a essayé d'améliorer ce produit, et donc on a par exemple mis un caisson plus grand, ce qui permet d'avoir un lestage plus optimisé pour différents pays, et donc de pouvoir le déployer dans plusieurs régions et plusieurs environnements. De plus, ça nous fait gagner un temps fou, parce que par exemple, on est passé de une quarantaine de vis à 8 vis, donc le temps est divisé par 2. Aujourd'hui, on a aussi vu que les installateurs mettaient beaucoup de temps sur l'avant du projet, c'est-à-dire sur la configuration. Et donc c'est pour ça qu'on a créé un configurateur intelligent sur Internet. Et donc grâce à ça, avec juste la localisation, la surface, mais aussi l'orientation du projet, ils vont pouvoir avoir le calpinage, la liste de matériel, mais aussi le lestage nécessaire pour chaque bac et pour le total. Donc voilà, aujourd'hui je vous présente ce produit parce que pour nous, on y croit fortement. C'est une solution qui est concrète, qui est facile à mettre en place et qui est tournée vers l'avenir du solaire. Merci à vous. Merci beaucoup. Bravo pour le timing. J'appelle tout de suite Dante Persichetti. On va la laisser là. Merci beaucoup. Voilà. Qui est donc chargé d'affaires Nouvelle-Aquitaine, responsable offre rénovation chez Sopra Solar, Sopreva. Dante, ça va être à vous. Je vous laisse la parole. Merci et bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je vais vous parler de solarisation de toitures existantes. On estime aujourd'hui le marché de la solarisation des toitures existantes à plus de 3 millions de mètres carrés par an. Et dans la plupart des cas, ce qu'on peut rencontrer comme point bloquant, c'est une problématique de surcharge admissible par le bâtiment pour mettre en œuvre des panneaux conventionnels classiques. Donc on a développé il y a quelques années le Sopra Solar Flex, qui consiste à mettre en œuvre des panneaux légers et éviter des problématiques de renfort. Le Sopra Solar Flex, c'est un système qu'on connaît donc depuis un certain temps, qui consiste à coller des panneaux sur une nouvelle membrane d'étanchéité. Ce système de colle qu'on utilise depuis plus de 15 ans fonctionne très bien, les centrales vieillissent bien et la colle tient bien. L'innovation de notre procédé, elle vient du fait qu'historiquement on utilise des panneaux souples, mais on a intégré des panneaux semi-rigides assemblés en France de la marque Heliop. Ces panneaux sont une combinaison parfaite entre la légèreté d'un panneau souple et les résistances mécaniques et les performances d'un panneau cadré, puisqu'on vient encapsuler des cellules monocristallines dans un verre ultra fin et résistant notamment à la grêle, aux UV, au réchauffement et aux intempéries. Sa mise en œuvre est ultra rapide, comme vous le voyez sur la vidéo. On estime à moins de 2 minutes par panneau la mise en œuvre d'une centrale photovoltaïque.
Au-delà d'une rapidité de mise en œuvre, on cherche chez Sopra Solar à proposer un service pour accélérer et simplifier les démarches d'un projet dans le cadre de rénovation de toiture. On a une équipe de 12 chargés d'affaires répartis partout en France. On peut mettre en relation différents acteurs des projets, donc aussi bien des étancheurs, des photovoltaïciens, des bureaux d'études, des tiers investisseurs, échanger avec les assureurs. Notre procédé est sous avis technique, donc peut être assurable à 100%. Et on accompagne en mode projet, sur tout au long du projet, pour accompagner nos acteurs sur les différentes étapes et accélérer les processus. Merci. Merci beaucoup. Merci. Restez sur scène, restez avec nous. Je vais inviter les deux précédentes sociétés qui ont présenté à nous rejoindre pour maintenant la traditionnelle séance de questions-réponses, la plus redoutée. Merci beaucoup, Mathias. Pour l'instant, je vais le garder. Hop. Je vais réafficher qu'on ait les trois sociétés, ça serait sympa. Et je vais demander au jury de se préparer. Voilà. Vous ne m'entendez pas? Vous ne nous entendez plus? Si, alors, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Mathias, je veux bien. Oui, merci. Bonjour, je vais faire dans l'ordre. Pour Celsius Énergie d'abord, vous avez présenté je pense un exemple dans le tertiaire. Est-ce que votre solution est aussi adaptée par exemple aux résidentiels et aux immeubles collectifs? Vous avez dit que ça s'adaptait même en zone de grande densité. Donc, je pense notamment aux immeubles parisiens par exemple. Parisien, effectivement, on a une référence quand même qui est proche d'ici, qui est à Nîmes. Donc on a rénové et c'est en train d'être finalisé un logement collectif de 133 logements en zone prioritaire. Donc en fait c'est HLM. Il y avait très peu de place et effectivement on était capable de mettre 3-4 sondes. Et on a mis 16 sondes et on a pu décarboner et donc enlever la chaudière gaz du bâtiment. Et leur apporter du froid. Dans le sud, c'est quand même assez important. Et en plus, le froid permet d'améliorer le prix global du projet en plus, parce que c'est subventionné par l'ADEME, puisqu'on met moins de sondes lorsqu'on met du froid. Donc en fait, oui, c'est applicable également au logement collectif, et notamment dans le sud et à Paris. Oui, tout à fait. Et du coup, l'exemple que vous citiez, c'était une chaudière déjà collective. Est-ce que ça s'adapte aussi aux immeubles avec des chaudières aujourd'hui individuelles? Parce que c'est un peu le problème qu'on a pour décarboner ces immeubles-là. On a également ces sujets-là. C'est en plus renforcé en fait à partir du janvier 2026. Il y a des C2E qui viennent s'additionner sur dès qu'on enlève des chaudières, il y a un coup de pouce. Et en fait, les chaudières de logement individuel, effectivement, lorsqu'il y a une chaudière individuelle, il faut l'enlever. Et après, il y a quand même un réseau hydraulique à faire passer dans les colonnes de l'immeuble. C'est un peu plus lourd, mais derrière, les C2E derrière déclenchées sont assez importantes. Ok, merci. Je passe au suivant, pardon. Pour GSE, s'il vous plaît, vous avez parlé de gains de temps pour votre technologie. Est-ce qu'il y a aussi des gains significatifs sur les coûts d'installation ou peu? Oui, forcément, puisque les installateurs vont passer moins de temps sur l'installation. Donc eux, ils vont gagner forcément des coûts. Et donc après, ils peuvent aussi le faire gagner sur le client. Après, ça, c'est à eux de voir. Et en part, je veux dire, du coût du projet, vous estimez le gain à combien à peu près? Je crois que c'est 20% en moins. Ça marche. Et vous aviez dit, j'ai pas retenu complètement les vis, je crois que c'était un peu plus de 40 à moins de 8. Est-ce que du coup c'est tout aussi résistant aux intempéries, je sais pas, aux forts vents, etc. Oui, tout à fait. Justement, on a fait des tests au CSTB, donc c'est un laboratoire exprès pour le vent. Et tous les tests sont au vert, tout va bien. Donc oui, il n'y a aucun souci là-dessus. Et du coup, dernière question pour Sopra Solar, ça va être aussi sur les coûts. Pareil, vous avez mis en avant la facilité d'installation. À combien vous estimez les gains de coûts sur l'ensemble du projet? Alors les gains de coûts, on estime qu'ils sont quasiment divisés par 2 ou par 3, parce que c'est très rapide. Par contre, l'installation dans le global va être plus chère qu'une installation conventionnelle. Le but du jeu avec cette opération, ce procédé, c'est de devenir, mettre en place une centrale peut-être plus chère, mais qui va économiquement être plus intéressante, versus la mise en place d'une centrale conventionnelle avec des travaux de renfort charpente, des pertes d'exploitation associées au niveau de l'activité, notamment pour des bâtiments industriels, des entrepôts logistiques, des magasins, etc. Pour regarder le sujet du coût dans la globalité. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions des membres du jury? Oui. On arrive tout de suite. Voilà. En complément, une question pour GSE. Est-ce qu'en termes de permitting, règlement d'urbanisme, il y a des différences entre votre solution et la solution classique avec Fondation?
sur les fondations, du coup, donc, oui, vous n'avez pas besoin en fait de règlement. Enfin, il n'y a pas de réglementation à partir. Je crois qu'il faut genre 6 caissons et ensuite après il faut faire une demande classique aux mairies ou etc. Sur l'administration. Mais avant, non, vous n'avez pas besoin. Donc pour les petits sols, du coup, c'est beaucoup plus facile de mettre ça sur l'installation facilement. Merci. Est-ce que j'ai répondu à votre question? J'ai une question sur GSE. Sur quel type de sol prévoyez-vous d'installer les panneaux solaires? Sur des terrains plats. Mhm. Après, Quel foncier, à quelle vocation il était à l'origine, ce foncier? c'est sur des terrains, par exemple, qui ne sont inutilisés. Par exemple, on en a mis, là, il y avait une laiterie en Auvergne. Ils ont tout autour d'eux, de leur bâtiment, ils avaient beaucoup d'herbes, etc., qui étaient inutilisées et qui ne s'en servaient pas. Et donc, on a pu... Les vaches ne broutaient pas dans le pâturage. Bon. Ils avaient Elle y allait pas. Cet endroit-là, en fait, n'était Là, elles pas n'aimaient utilisé. pas. Ouais. Ok. C'était juste pour leur bâtiment. Et du coup, on a pu mettre donc, nos produits. Et grâce à ça, toute l'électricité de leur bâtiment sont pris en charge. Oui. Pour GSE, vous avez dit, il y avait marqué que c'était ça pouvait être utilisé pour des installations temporaires. De quel type, par exemple? Tout à fait. On a eu ça en Irlande, pardon. Donc en fait, il y avait un chantier, un très très gros chantier. Et ils avaient besoin d'électricité et c'est pas toujours facile de se relier à de l'électricité. Et donc grâce à notre produit, ils ont pu mettre 3-4 panneaux avec des caissons. Et donc c'est démontable et remontable ailleurs. Donc ils ont juste pu s'installer grâce à ça. D'accord. C'est envisageable pour des festivals ou des événements comme ça? On n'a jamais travaillé là-dessus, mais c'est fortement possible. Ouais. Et pour Celsius, est-ce qu'il faut une technique de forage particulière, des engins particuliers? Il y a un peu de technicité, effectivement, mais c'est une maîtrise que l'on a du groupe. En fait, on appelle ça du DNI, de direction et inclinaison. En fait, on incline jusqu'à 15 degrés les sondes. Et donc, du coup, en fait, à travers les forages, en fait, on fait passer une sonde pour savoir en fait, en 3D où se situe la sonde. Parce qu'on n'a pas le droit de dépasser, effectivement, le cadastre. Et donc, du coup, on doit rester dans l'emprise du terrain. Donc effectivement, c'est une modélisation 3D qu'on a pour savoir où est-ce qu'on est effectivement en temps réel, pour savoir où est-ce qu'on doit aller. Voilà, pour pas qu'il y ait de télescopage, etc. Et pour pas qu'on dévie chez les voisins. Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Non, c'est bon. On vous remercie, on vous applaudit aussi. Je vais garder le micro. Merci beaucoup. Pendant ce temps-là, je vais défiler les slides pour aller à la catégorie suivante, qui est la catégorie écosystème. Alors, en écosystème, on va s'intéresser à la dynamique qui a été établie avec des acteurs locaux ou de la filière afin de développer l'innovation qui vous est présentée. Donc, je repasse les slides, je suis désolé. Voilà, nous y arrivons. Je vais appeler Sérénissone à venir tout de suite pour présenter. Et bienvenue. Alice Gobert, qui est directrice du développement de Sérénissone. Je vais, Alice, vous laisser la zapette. Et puis, vous connaissez l'exercice. On va repartir sur les 2 minutes. Je vais juste vous demander, Alice, si vous voulez bien, une petite seconde pour que je prépare mon timing. C'est quand vous voulez. Merci. Bonjour à tous. Je suis Alice Gobert. Chez Sérénissone, nous développons des circuits courts de l'énergie. Et je vous présente aujourd'hui un modèle innovant de concession au service de ces communautés d'énergie. Et pour l'illustrer, le modèle de notre énergie Vitrolles. Voilà, c'est mieux avec la slide. Le modèle de notre énergie Vitrolles que nous déployons aujourd'hui sur la commune de Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône. Alors cette innovation, c'est un modèle juridique et économique qui est au service des collectivités locales, qui va leur permettre de limiter l'impact sur leurs finances, puisque c'est un modèle en tiers investissement qui leur permet en fait de maîtriser leurs factures énergétiques, d'alimenter en électricité une majorité de leurs bâtiments municipaux. Et ça permet aussi, on a proposé une gouvernance ouverte qui permet à la commune, même si c'est une concession, de participer aux décisions sur le sujet. Donc à Vitrolles, par exemple, on solarise 25 sites municipaux qui vont produire 8 gigawattheures par an. Donc ce modèle, il permet un engagement collectif en faveur du territoire
C'est un modèle qui permet d'avoir plus d'envergure qu'une simple opération patrimoniale et qui permet un engagement fort de la commune au profit des acteurs de son territoire, parce que nous allons produire massivement une énergie renouvelable sur la base de la solarisation de bâtiments municipaux, mais également de bâtiments privés. Et donc cette énergie massive, elle va être consommée par une grande mixité d'acteurs. Je suis désolée, je n'ai pas avancé les slides. Mais comme ça, vous m'avez écouté. Et moi, je rappelle à tous les pitchers que vous avez un retour là. Ça vous Oui, c'est vrai. Retourner à chaque fois. Mais bien sûr. Donc voilà. Donc ça, je vous l'ai raconté. Ouais. Voilà, ça, je vous l'ai déjà dit. Et donc, je disais que c'était un modèle qui permettait un engagement collectif plus important. Et donc, cette énergie qui va être produite sur les bâtiments à la fois publics et privés, ils vont donner une énergie qui va être consommée par une mixité d'acteurs, des entreprises, des particuliers, des commerçants, etc. Et donc, c'est un projet fédérateur qui a mobilisé un écosystème de partenaires. Donc, la ville de Vitrolles, bien sûr, au premier plan, mais également Wateos, qui est co-développeur avec nous du projet, et puis d'autres acteurs sur ce projet également. Donc, quelques images en 2 secondes pour vous montrer des toitures solarisées, quelques réunions d'information qui ont lieu déjà, et vous dire que donc, ce modèle est déployable partout en France. Et donc voilà, ça fonctionne, on l'a testé, donc pourquoi s'en priver? Merci beaucoup, merci. Merci à vous. Merci Alice. Je vais appeler tout de suite Rémi Claret qui va venir nous présenter pour SNEF. Rémi, il est pilote des contrats photo voltaïque et IAVE. Il va venir tout de suite sur scène. La zapette est là, Rémi. Le casque, retour, vous m'entendez? Pas trop, non. C'est pas dramatique. Vous entendez? Je mets dans la poche, ça va. Mettez-le par là. C'est bon, vous vous installez. Tout est bien, vous pouvez le poser là. Ouais. Voilà. Je vous rappelle le retour. Regardez, on l'a mis dans l'axe du jury. Comme ça, hop. Pas mal. Pas mal. Hein. Allez, c'est quand vous êtes prêts, on y va. Merci, bonjour à tous. Ne vous êtes-vous jamais baladé dans un port à la recherche du bateau de vos rêves? On a tous rêvé d'abord le catamaran. Là-bas, il est sympa. Le 3 mois, il est magnifique. Mais est-ce que vous êtes dit que votre bateau pouvait vous rapporter autre chose qu'un trou au portefeuille? Est-ce que le bateau, vous ne pouvez pas vous rapporter un peu plus que de l'aventure? Alors imaginez un port de plaisance, des centaines de bateaux, alignés, magnifiques, mais immobiles. En moyenne, un bateau de plaisance, c'est 80% du temps, la zapette évidemment. En moyenne, un bateau de plaisance, c'est 80% du temps à quai. Et pendant ce temps, les panneaux solaires, les éoliennes et les batteries dorment. Et si on réveillait cette énergie? Et si un bateau ne devenait pas consommateur, mais plutôt producteur? Et pour que ça marche, il faut investir, il faut impliquer tout le monde, tout l'écosystème du port. Alors déjà le port, qui devient un hub énergétique. Ensuite, les plaisanciers qui partagent leur surplus. Les collectivités locales qui soutiennent la transition. Mais au cœur de tout ça, SNEF et Littoral Énergie Partagée. SNEF et Littoral Énergie Partagée, les installateurs et mainteneurs qui, main dans la main avec les fournisseurs, apportent la solution technique. On parle ici d'un modèle coopératif où chacun joue un rôle. Ce n'est pas juste une innovation technique, c'est une synergie collective. Ça... Non, pardon. Ça, c'est le modèle Boat to Grid. C'est un écosystème vertueux où les bateaux partagent leur énergie avec le port, avec les autres plaisanciers, mais aussi avec la ville et le réseau. Sur un port pilote, on a déjà vu 51% d'économie de consommation électrique en un mois. Et en France, il y a plus de 200 000 bateaux qui sont prêts à embarquer dans cette révolution. Alors imaginez la puissance. Chaque bateau équipé de panneaux solaires, d'éoliennes, de batteries, branchés à des bornes intelligence. Et ça, c'est pas juste une idée. C'est une réponse à l'urgence climatique, au pacte vert européen et à la Blue Economy. On réutilise ce qui existe déjà. Donc les bateaux, leur équipement et leur temps à quai. On crée du lien social. On invente un nouveau mode de vie maritime. Des ports qui deviennent des hubs d'énergie décarbonés, capables de sécuriser leur approvisionnement local et réduire leur dépendance au réseau électrique. On va conclure, s'il vous plaît, Rémi. Oui. Alors, la prochaine fois que vous verrez un bateau, vous ne penserez pas juste vacances, mais vous penserez à centrale électrique flottante. Parce que l'avenir de l'énergie, il est peut-être déjà amarré dans nos ports. Merci beaucoup.
Merci à vous, Rémi. Je vous rappellerai tout à l'heure pour les questions-réponses. On va passer à Virginie Redi, chargée de communication Valorem. Virginie, vous avez la zapette, les slides. Et quand vous êtes prête, on y va. Et vous avez le retour à gauche. Vous en voulez pas de mon retour à gauche. Il est pratique. Essayez. Donc, bonjour à tous, Virginie Redi du groupe Valorem. Je suis à la communication et je vais vous présenter notre projet. Donc, le groupe Valorem a réussi un exploit cette année aux côtés de l'ACOPEC et Terra Énergie. On a réussi à développer et construire un parc éolien en 5 ans seulement, sans recours, sans opposition locale, et bien évidemment dans un département ayant décrété un moratoire contre l'éolien. Incroyable, me diriez-vous, n'est-ce pas? Je vous vois venir. Comment réaliser en 5 ans ce que d'autres peinent à réaliser en 10 ans? Écoutez, c'est super simple. Il suffit de mobiliser plus de 400 habitants, simple comme bonjour. Et puis hop, 3 éoliennes accueillies à bras ouverts. Non, plus sérieusement, la vraie question, c'est comment rendre désirable un projet éolien aujourd'hui, aux yeux des élus, aux yeux aussi surtout des habitants en fait, qui vont vivre avec au quotidien. Alors oui, on aurait pu s'en sortir à l'ancienne, on l'a joué en mode cow-boy, décider de tout, serrer des petites paluches et puis rentrer chez soi. Mais non, ce n'est pas ce que voulait le territoire et ce n'est surtout pas ce que défend Valorem aujourd'hui. Ce qui donne vie à un projet, c'est quand les gens se l'approprient. C'est exactement ce qui s'est passé donc à Andilly-les-Marais, en Charente-Maritime. Le projet est né d'un maire qui voulait vraiment être dans la maîtrise, qui voulait participer, mais surtout faire participer sa commune. Et le point décisif ici, c'est le partage de la valeur et de la gouvernance. Nous, chez Valorem, on l'a bien compris, on a voulu satisfaire ces attentes-là. Et on s'est donc associé avec 2 acteurs locaux, Terra Énergie, ici présent, qui n'est autre que le fonds d'investissement de la région Nouvelle-Aquitaine, qui nous a bien aidés, et l'ACOPEC. Donc c'est une SIC, une société citoyenne qu'ils ont montée sur le territoire avec plus de 400 sociétaires, issus de la commune, de l'interco, des assos, des entreprises locales et surtout des citoyens. Cette société citoyenne, aujourd'hui, elle détient 3 voix sur 5 dans le pouvoir décisionnel. Donc, en fait, c'est vraiment eux qui ont la majorité pour prendre les meilleures décisions autour du parc. Aujourd'hui, il faut savoir que 14 mois seulement d'instruction ont été nécessaires pour les services de l'État pour autoriser ce projet, ce qui est assez incroyable. Et ce qui fait la force aussi, c'est que les comités de pilotage qu'on a mis en place, les ateliers habitants aussi, ont permis justement au territoire de choisir leur nombre d'éoliennes sur le territoire, ce qui est quand même assez dingue. Et je finirai par dire que pour rendre cet écosystème encore plus durable, on a fait confiance à Enercop pour distribuer l'électricité à des consommateurs qui nous ressemblent, qui partagent nos valeurs. Et enfin, une partie des bénéfices des retombées en fait, du parc sont réinvestis localement dans des actions de lutte contre la précarité énergétique, autour de la mobilité douce. Et dernièrement, le maire a pu isoler tout un bâtiment scolaire sur sa commune. Voilà, j'ai envie de dire à quand le prochain Andilly. Merci. Merci, j'invite les 2 autres sociétés à revenir puisqu'on va passer en questions-réponses. Sur quoi est-ce qu'on est? On est sur vos slides qui n'avaient pas défilé. Ah non, il faut rester. Et il faut même garder son casque. Voilà, on se retourne encore une fois vers le jury pour les questions. Je vais vous passer le micro. Voilà. Bonjour, alors première question pour Serenison. C'est quoi la différence avec une opération d'autoconsommation collective? C'est clairement une opération d'autoconsommation collective, d'autoconsommation individuelle et collective. La particularité, c'est qu'elle englobe un grand nombre de partenaires, à la fois producteurs et consommateurs, publics, privés, entreprises, collectivités locales, mais également particuliers qui peuvent être consommateurs de l'opération. Mais c'est une opération d'opération. Elle est à quelle maille du coup? Pardon? Elle est à quelle maille cette opération? Donc en fait c'est une opération qui est en milieu urbain, donc on n'a pas de dérogation, on est sur des boucles de 2 km, puisqu'en fait la réglementation nous impose cette distance, et on a 4 boucles sur la commune de 2 km. Et donc on n'a pas de dérogation à la taille de la commune parce qu'on veut inclure du privé dans cette boucle. Donc c'est en ça qu'elle est différente d'une boucle patrimoniale qui pourrait être à l'échelle de la commune. Mais là en l'occurrence, comme elle est ouverte au privé, ce sont bien 4 boucles et peut-être d'autres si on arrive à solariser des entreprises sur la zone. On envisage à terme 6 boucles d'autoconsommation sur la commune. Sauf si la réglementation change et qu'on peut s'affranchir de ce diamètre de 2 km. Oh, c'est pas fréquent que les réglementations changent. Pas du tout. Non. Merci.
Et une question pour SNEF. Vous avez évoqué un port pilote. Il est où? Oui, en Sud-Bretagne, Kérevel. Ok, merci. Pour Valorem, j'imagine que cette démarche-là nécessite une volonté politique forte au départ. Et dans quelle mesure c'est déployable largement sur la partie communale ou plutôt côté développeur, comment ce serait déployable plus largement? Comment est-ce que vous embarquez et les déployeurs et les développeurs et la commune dans cette aventure? Ouais. Alors, il faut savoir que dès le début, en fait, c'est la commune de base qui était à l'initiative d'un appel à projet, d'un appel à manifestation d'intérêt. Ils ont rencontré de nombreux développeurs, en fait, mais qui n'arrivaient pas à trouver ce twist de proposer un volet citoyen. Et chez Valorem, on a voulu le tenter. Et du coup, grâce à notre démarche, nous, de pédagogique en interne, on a proposé des ateliers avec les habitants, des comités de pilotage. On leur a proposé un système, un modèle en fait très coopératif qui aujourd'hui a mis tout le monde d'accord. C'est grâce notamment à tout ce qu'on a mis en place sur le territoire, les comités de pilotage, etc., qu'une vraie confiance s'est installée. Et on a aussi proposé de leur faire du financement participatif pour que les citoyens puissent aussi concrètement être actionnaires du parc. Et en fait, ça a permis aussi de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde. C'est vraiment la volonté politique au départ. Oui. Et pour SNEF, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, les bateaux, est-ce qu'ils sont déjà, je ne connais pas très bien la plaisance, est-ce que les bateaux sont déjà équipés de panneaux photovoltaïques ou est-ce que c'est vous qui les proposez? Alors justement, il y a pour l'instant une part qui est pas majoritaire des bateaux qui sont équipés en électrique. Et justement, c'est le but de ce projet, c'est de les amener par la force des choses, en fait, qu'ils aillent s'équiper. Et donc nous, on est acteurs là-dedans aussi pour équiper les bateaux avec Littoral Énergie Partagée, pour les pousser vers la conception du port de demain, et voilà, que j'ai décrit pendant. Merci. C'était des questions de Cécile Chéniaud de la Tribune et des questions de Monsieur Bauchet de la région Occitanie. Pour Serenison, est-ce qu'il y a des modalités de participation citoyenne au capital, au CAPEX, et des retours sur investissement du coup? Alors effectivement, dans nos communautés, on milite toujours pour avoir une gouvernance ouverte. Donc là, en l'occurrence, dans la SPV qui a été créée, on a plusieurs collèges, donc un collège collectivité locale, un collège fondateur, donc Wateos et Serenison. Il y a également un collège citoyen, donc on va lancer là prochainement une campagne de financement citoyen. C'est déjà quelque chose qu'on a fait sur d'autres communautés. Et je voulais juste répondre mieux à la réponse que j'ai faite tout à l'heure. En l'occurrence, effectivement, c'est bien de l'autoconsommation collective, mais c'est un modèle concessif. C'est-à-dire que c'est ça l'innovation, parce que l'autoconsommation collective, ça existe déjà largement. Là, l'idée, c'est de le faire en modèle concessif qui permet à la ville, du coup, de ne pas avoir à investir dans les installations. Et pour SNEF, pour faire le pendant avec des logiques véhicules to grid terrestres, est-ce que vous êtes en boucle locale uniquement ou est-ce qu'il y a une partie qui est rattachée au réseau? Non, alors pour l'instant on ne peut pas se passer du réseau. Le réseau est toujours là parce qu'on ne peut pas se permettre, on est obligé de garantir en fait un approvisionnement, que ce soit au bateau, aux plaisanciers qui puissent repartir le lendemain en fait simplement. Et donc on ne peut pas se passer du réseau. À terme, je ne suis même pas sûr que le but ce soit de se passer du réseau parce que il est possible aussi de revendre sur le réseau, de réinjecter. Merci. Merci. Serge Zaka. Alors, j'ai des questions pour la SNEF, ou le SNEF. La SNEF. La SNEF. N'hésitez pas à faire des liens avec Sopra Solar, du coup, pour l'installation des panneaux solaires facilités. C'est déjà fait, rassurez-vous. Ok. Et Eliorec aussi pour les panneaux solaires au niveau de la mer. Est-ce que vous avez réfléchi à la résistance au vent? Parce que le 11 octobre 1987, il y a eu 216 km/h au sud-Bretagne, enfin, partie nord-Bretagne. Je ne sais pas si les panneaux solaires, s'ils ne sont pas collés sur le bateau, à mon avis, ils risquent de partir et abîmer la coque et abîmer beaucoup de bateaux sur le passage. Peut-être le lien avec Sopra Solar n'est pas si bête, puisque du coup, en les collant, il y a moins de prise au vent. Enfin, il faut peut-être voir ces aspects-là. Je pense que j'avais un jury qui me disait on ne va pas être très technique, on n'a pas des questions hyper techniques. Donc 1987, 16 octobre 1987. Voilà. On est précis quand même. Oui, j'avais pas la référence. Vous n'avez pas la ref. Non, pas celle-là. Mais
En fait, la technologie des panneaux on prend des technologies qui sont plutôt matures. La technologie des panneaux, alors qui continue d'évoluer avec ces panneaux collés qui sont de plus en plus résistants et qui résistent du coup notamment à des tempêtes historiques. Mais nous, ce qu'on vient apporter, en fait, c'est tout l'écosystème pour qu'ils fonctionnent ensemble. Juste les panneaux, c'est une technologie qui existe déjà, mais derrière, c'est aller faire fonctionner, communiquer le port et les usagers entre eux avec le réseau. C'est surtout ça qui n'existe pas encore et cette mise en lien de tout le monde. C'est ça. C'est plus clair, merci. Voilà. Merci beaucoup. Ah, une question. Anne-Sophie Dessillon, la CRE. Je vais être rapide, j'ai une question que pour la SNEF cette fois-ci. Comment vous assurez justement la coordination entre les bateaux, le port, une espèce d'obligation de prévisibilité? Parce que pour le port, il peut y avoir des moments où il va y avoir un excédent, des moments où il n'y a rien, comme l'électricité. C'est une très bonne question parce que, en fait, déjà, il faut savoir que les bornes seront bidirectionnelles forcément, avec un compteur pour que les usagers puissent du coup se rémunérer avec l'électricité qu'ils produisent. Maintenant, en fait, l'objectif, on est en train de développer un système où justement l'énergie est gérée en fonction des prévisions météorologiques. Donc, à terme, c'est d'avoir en fait une application où on connaît l'utilisation. En fait, les usagers peuvent programmer leur utilisation du bateau, mais également prendre en compte les prévisions météorologiques pour être sûr qu'au moment où en fait ils viennent démarrer leur bateau, ils soient chargés. Et non pas en fonction de la météo, mais en fonction de, justement en fonction de la météo mais qu'on l'ait prévu, qu'on ait anticipé toutes ces contraintes. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a plus de questions, ce qui veut dire qu'on va vous libérer. On va garder le micro. Merci beaucoup. On vous applaudit. Et ben voilà, on y est. On est à la quatrième et dernière catégorie. Voilà. Je vous rappelle que tous ces projets, vous pouvez les voir sur la galerie de l'innovation qui est juste là, où ils sont présentés depuis hier. Et vous pouvez retourner les voir si vous avez encore des questions. Ils sont tous exposés juste là. Après, on va passer à la catégorie circularité. Je vais tout de suite inviter AX Solar à venir sur scène pendant que je présente la catégorie. La catégorie circularité, je vais inviter AX Solar à me rejoindre sur scène plutôt que de parler avec sa voisine. Ah, le casque ne marche pas. D'accord, donc je meuble. La catégorie circularité, on va regarder ce qui ont été les gains en ressources apportés par cette innovation et les mesures de recyclage ou de réemploi que l'innovation a été mettre en place. Est-ce qu'il m'entend? Parce que je l'appelle sur scène. C'est Romain Penel qui va venir, le CEO de AIS Group, qui va venir nous présenter en 2 minutes sa présentation. Voilà, Romain, vous êtes bien? Vous entendez ou pas? J'ai des petits problèmes avec mon casque et donc je ne vous entends pas. Mais... Vous entendez pas? À la limite, vous pouvez faire la présentation sans le casque. D'accord? On va faire ça et pendant ce temps-là, Mathias... Je vais le faire sans le casque parce que mon casque ne marche pas. Voilà. Excusez-moi. Et Mathias, je vais vous demander de nous amener un casque si vous voulez bien. Concentrez-vous sur la présentation. Tout va bien. Vous avez la zapette, vous avancez ici. Bonjour à tous. Vous y allez quand vous voulez. Donc, je suis Romain Penel, je suis le dirigeant d'AX Solar Robot et je viens de vous parler de CO2 et d'un problème important. Savez-vous que les panneaux solaires sales émettent du CO2? Alors, en effet, je mets ma slide. Voilà. Donc en effet, lorsque les panneaux solaires sont sales, leur production va réduire de l'ordre de 10%. Et cette baisse de production va devoir être compensée par le mix énergétique du pays. Il faut comprendre que tout ça s'inscrit dans un mix énergétique global. Et donc quand on a une installation photovoltaïque qui baisse en production, ce manque de production va devoir être compensé par le mix énergétique qui est beaucoup plus carboné que la production photovoltaïque. Et donc lorsque les panneaux solaires sont sales, vous avez des émissions de CO2. Alors il existe des solutions de nettoyage comme ce Rider qui est un robot de notre fabrication. C'est une très bonne solution pour les interventions. Il va permettre de nettoyer les productions, de nettoyer les panneaux de l'ordre de 1 à 2 fois par an et de restaurer la production. C'est un robot qui va pouvoir intervenir sur les toitures jusqu'à des pentes de l'ordre de 28%. Il pèse 65 kg. Il est opéré par des spécialistes, des techniciens qui sont formés. Il est radiocommandé. Il nécessite une logistique de l'apport en eau relativement complexe puisqu'il doit être opéré avec de l'eau déminéralisée ou de l'eau osmosée. Et avec ce robot, on va récupérer une bonne production 1 à 2 fois par an, aussi souvent qu'on aura nettoyé. Vous comprenez bien que ça se fait de façon plutôt soudaine.
Alors on a réfléchi à une solution et on s'est posé la question, et si les panneaux solaires pouvaient être nettoyés sans utiliser d'eau, sans consommation d'eau, et s'il était possible de faire en sorte que ce nettoyage soit réalisé de façon continue, d'assurer un nettoyage tout au long de l'année. Et donc je vous présente aujourd'hui le Spider, qui est le premier robot à demeure qui reste installé toute l'année sur les installations photovoltaïques et qui nettoie à l'eau de pluie. Il ne consomme pas une goutte d'eau, ce Spider. Comment ça va être possible? En fait, c'est rendu possible grâce à un capteur de pluie. Il est donc installé toute l'année sur la toiture. Et le capteur de pluie va déterminer les pluviométries. Et lorsque la pluviométrie est suffisante, le Spider va lancer un cycle de nettoyage. Et donc on ne consomme pas une goutte d'eau. Et ensuite, ce Spider, il est équipé de capteurs qu'on appelle des soiling capteurs, donc des capteurs d'encrassement qui vont permettre de mesurer en temps réel la différence de production entre un panneau propre et un panneau sale. Et ça va permettre deux choses. Ça va permettre premièrement d'ajuster l'algorithme du robot pour confirmer la pertinence de lancer un cycle de nettoyage. En gros, on nettoie que s'il faut vraiment. Et ensuite, ça va permettre d'utiliser cette information comme une unité d'œuvre de facturation. Plutôt que de vendre des robots, ça va nous permettre... s'il vous plaît. Ça va nous permettre, en fait, plutôt que de vendre des robots, de vendre des kilowattheures sauvés. Et ça permet de s'inscrire dans une logique de circularité très forte, puisque ça va nous permettre, en fait, d'intégrer l'ensemble du cycle de vie du robot et donc de ses coûts associés dans nos calculs et dans notre éco-conception. Merci beaucoup. Il faut s'arrêter là. Il faut s'arrêter là. Je vous remercie. Les panneaux solaires, on va être égalitaire avec tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Et je vais garder la zapette si vous voulez bien. Et il n'a pas le casque, donc il ne m'entend pas. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, on va passer tout de suite à Olivia Doise, responsable Novotegra France. Bienvenue Olivia, je vous laisse la zapette, vous avancez là. Et vous avez un retour écran juste là à votre gauche si vous voulez. Vous y allez quand vous voulez. Merci, bonjour à tous. Donc Olivia Doise, je suis responsable Novotegra pour la France. Il faut savoir Novotegra, c'est un fabricant allemand de systèmes d'intégration en surimposition de toiture. Aujourd'hui, je suis là, donc depuis 2006, je suis là pour vous présenter notre solution Green Roof, c'est-à-dire la solution pour les toitures végétalisées, donc pour associer en fait le photovoltaïque aux toitures végétalisées. Il faut savoir que donc, ce produit a été conçu en Suisse en 2011 et a été racheté par Novotegra en 2021. Nous l'avons modifié et adapté pour qu'il soit utilisable avec toutes les solutions de Novotegra. Ce produit est déjà vendu donc, dans tous les pays européens, notamment la France. Nous avons déjà fait quelques installations. Alors pourquoi il est éco-responsable? En fait, il faut savoir, alors là vous avez des exemples d'installations. L'idée c'est qu'en fait on a, je vais plutôt vous montrer ça parce que j'avais normalement un petit produit à vous montrer mais il a disparu avec le standiste, c'est pas grave. Le principe en fait c'est d'aller sur des toitures végétalisées neuves, donc notamment vous voyez tout en bas la photo d'en bas, et de faire travailler le solariste et le végétaliseur sans interférence. Donc vous voyez en bas vous avez ces plaques en PEHD et ces pieds. Donc il faut savoir aussi c'est éco-responsable puisqu'en fait on fait le tour d'un certain nombre d'entreprises en Allemagne. On récupère des déchets plastiques et ceux-ci sont transformés et compressés pour faire ces plaques, donc ces pieds qui sont en plastique recyclé. C'est-à-dire que le solariste vient sur la toiture qui a été installée, il pose les plaques, les pieds. Le végétaliseur vient dans un deuxième temps poser sa végétalisation, je vais y arriver, avec du sédum. Et le solariste revient pour poser les panneaux et réaliser l'installation photovoltaïque. Donc c'est vraiment un système où on fait en sorte que la végétalisation puisse continuer de pousser puisqu'on n'est pas collé à la toiture. Et donc vraiment de pouvoir associer ces deux systèmes et que tout le monde puisse pousser, y compris la végétalisation. Bravo pour le timing. Merci Olivia. Merci à vous. Parfait. Merci beaucoup. Et je vais demander à Thomas Rugrettier de Voltec Solar de bien vouloir me rejoindre sur scène pour sa présentation. Et il manque un slide. Voilà. Bon. Thomas Rugrettier, responsable technique de Voltec. Voltec, c'est quand... Pardon, Voltec. Thomas, c'est quand vous voulez. C'est parti. Bonjour, donc Thomas Rugrettier, responsable technique de Voltec Solar, le principal fabricant de panneaux solaires en France et en Europe. Et aujourd'hui, je vais vous présenter notre nouveau produit, c'est le module photovoltaïque Diamant. Donc en fait, ce produit, pourquoi on l'a fait? L'idée, c'était de recréer une filière industrielle verrière en France. Et la manière dont on l'a fait, en fait, on s'est dit, on va fabriquer un verre en France et on va faire le verre
le plus résistant au monde pour fabriquer le module photovoltaïque le plus résistant au monde. C'est bien simple. Par rapport à un module à concurrence, si je laisse tomber une petite boule de pétanque de 700 grammes, ça va traverser en deux le module photovoltaïque concurrent. Donc 80%, même plus de 80% de ce qui est installé sur le marché, ça l'éclate. Alors que le tiers-caille diamant, ça rebondit simplement dessus. Tout ça en consommant moins de matière. Alors forcément, comme on a le module le plus résistant du marché, nous ça ne nous dérange pas de le garantir. Donc on le garantit à des niveaux pour lesquels nos concurrents, en fait, leur module ils cassent déjà. C'est assez simple. Par rapport au module standard du marché, on est juste 10 fois plus résistant par rapport aux événements de grêle. Le dernier point, c'est réindustrialisation de la filière, on consomme moins de matière et on garantit. Mais aussi, il faut penser à la circularité. Aujourd'hui, dans tous les modules chinois que vous achetez, vous avez de l'antimoine. Ça a été interdit en France dans la fabrication de verre, en fait, pour faciliter le recyclage. L'antimoine, c'est un poison. Évidemment, si vous voulez prendre le verre pour en faire des bouteilles, ça va être compliqué. Donc du coup, aujourd'hui, tous les modules qu'on achète, qu'est-ce qu'on en fait? Ça va finir en remblis routiers. Là, je vous ai inscrit tous les fours verriers. Les points bleus, c'est les fours verriers qui servent à faire des packaging alimentaires ou du verre flotte. Donc le verre flotte, c'est pas compatible avec la présence d'antimoine parce que c'est flotté sur un bain d'étain et ça fait des réactions assez explosives. Donc en gros, nous, notre verre, il est compatible et il peut, avec tous les fours verriers en France, et on peut le réintégrer dans ces fours comme calcin pour refaire du verre. Par contre, le verre PV standard que vous avez sur le marché, ça finit en remblis routier, il n'a aucune valeur. Merci Thomas, merci, bravo. Je vais rappeler les deux autres sociétés sur la scène pour la question-réponse avec le jury. Je vais aussi en profiter pour vous dire, les awards, c'est ouvert à tous les exposants. Donc s'il y a des exposants qui n'ont pas postulé cette année, il est temps de réfléchir et de se dire que c'est peut-être pas mal finalement et de postuler pour l'année prochaine. Et en plus, faites-nous le spectacle. Moi, je rêverais de voir la démonstration de la boule de pétanque qui casse et qui casse pas. Les pitchs, c'est aussi pour ça. N'hésitez pas à nous rendre nos pitchs encore plus théâtraux et spectaculaires. Merci beaucoup. On va passer aux questions-réponses. Serge, Zaka. Merci pour ces pitchs. Alors pour AX Solar, je trouve ça très intéressant. C'est dommage juste que ça ne... C'est vrai que pour les économies d'eau, c'est intéressant, mais dans les endroits où on a plus de problématiques par rapport au dépôt de sable, c'est le désert par exemple, ou dans le sud de la France, lors des épisodes de Sirocco, on a des dépôts de sable aussi pendant les canicules, du coup sans eau. Du coup, voilà, qu'est-ce que vous répondez là-dessus par rapport à la non-utilisation de l'eau et le sable en réalité? Alors effectivement, c'est un robot qui a été développé pour les climats européens, pas pour les climats désertiques pour lesquels la pluviométrie est quasiment nulle. Et les études qu'on a pu faire sur la pluviométrie européenne montrent que le gisement pluviométrique est suffisant pour assurer un bon nettoyage. Après, aujourd'hui, on a quelques sites pour lesquels le problème n'est pas tant la pluviométrie, mais l'environnement qui est très très salissant et qui nécessite du coup un nettoyage vraiment très très fréquent. Par exemple, on opère à côté d'une cimenterie pour lequel on ajoute un système d'apport en eau. Mais là, c'est des configurations très, très spécifiques. Donc c'est possible d'ajouter un système d'apport en eau, c'est ça? C'est ça. On a développé ça aujourd'hui, un système de porte-bus au niveau du fêtage, avec des électrovannes qui permettent d'arroser le robot là où il nettoie, pour limiter au maximum la consommation d'eau. Alors pour Voltec, le plus gros grêlon de France est de 972 grammes le 11 août 1958. Pour l'information, je ne sais pas si ça tiendrait. C'était à Strasbourg. Voilà, c'est la date de naissance de ma belle-mère à Strasbourg également. Voilà, au passage. Hop là. On va peut-être ou changer de casque ou... Pour Voltec, moi aussi en termes de recyclabilité, donc le panneau il peut rentrer dans les filières de recyclage de Soren et de l'éco-organisme, quoi. Oui, tout à fait. D'accord, ok. Et donc la différenciation, c'est que non seulement on récupère le silicium, mais là en plus on récupère le verre et il est réutilisable. Si j'ai en bien fait, compris. si vous voulez, aujourd'hui, l'enfouissement c'est considéré comme de la valorisation actuellement. Mais nous, l'avantage c'est qu'en fait, on peut réutiliser ce verre comme matière première dans n'importe quel four verrier en France. D'accord, merci. Donc c'est vraiment pour la circularité. J'ai peut-être... j'allais revenir à Serge pour la question sur le grêlon, parce que je crois qu'on l'a pas eu finalement. La question sur... Ah oui, tu m'as pas entendu. Non, c'est juste une remarque. Voilà. Ah, c'est juste une remarque, pardon. Parce qu'on a dit que ça résistait jusqu'à je ne sais combien de centaines de grammes. On y travaille. Mais
J'ai une question aussi, du coup, en changeant de casque, pour Novo Tegra. Je ne sais pas si vous avez intégré les abeilles dans l'histoire. Si en mettant du toit végétalisé, s'il y a des fleurs qui peuvent être utiles pour la... Alors, il faut faire attention parce que donc justement, c'est végétalisé, mais uniquement avec du sédum. Ouais. Parce qu'il ne faut pas que ce soit des plantes montantes, parce qu'après, sinon, on pourrait provoquer un risque d'incendie pour la centrale. Ah oui, Donc, on limite le type de sédum qui peut être installé. Très bien, merci. Merci. On passe à Anne-Sophie Dessillon, le CRE. Oui. Alors du coup, je pense que la réponse enlève ma question à Novo Tegra. Je me demandais justement s'il y avait de la maintenance particulière, si jamais la végétation se mettait à envahir le panneau. Il y a forcément une maintenance, hein, c'est ce qu'on a dit. On peut mettre le sédum du choix du végétalisateur. Par contre, il faut vraiment faire attention au type de produit, parce qu'il ne faut pas qu'on ait des plantes qui grimpent et qui pourraient se retrouver sous les panneaux. Donc la contrainte, c'est vraiment maintenance annuelle, voire biannuelle, pour s'assurer qu'il n'y ait pas des plantes, parce qu'il y a aussi ce qui peut venir avec le vent, les oiseaux. Et on a déjà vu des centrales pas maintenues, on le sait, hein, sur les toitures végétalisées, soit elles crament, soit il y a des herbes qui poussent n'importe comment. Il faut vraiment aller faire l'entretien, parce que le risque après, c'est l'incendie. Okay. Mon autre question est pour AX Solar. Vous aviez dit que le robot d'avant, c'était 2 nettoyages par an à peu près. Là, donc ça se déclenche automatiquement quand il y a un besoin. Au-delà du cas cimenterie, en règle générale, du coup, on augmente de combien le nombre de cycles de nettoyage? On va nettoyer de l'ordre de 20 fois par an. Okay. Et après, les cycles de nettoyage ne vont pas forcément couvrir la totalité de la toiture. C'est aussi ça la particularité, c'est que si la pluviométrie n'est pas suffisante, on peut s'arrêter alors qu'on a nettoyé qu'un quart de la toiture et on attend la pluie suivante pour nettoyer la suite. Et ma dernière question, ça sera pour Voltex Solar. Du coup, c'est quoi le pendant de la réindustrialisation et de la robustesse sur l'augmentation des coûts? Écoutez, c'est très simple. En fait, la réindustrialisation, c'est pas cher. Il faut juste nous donner du volume et des perspectives. Plus on aura de volume, et moins on sera cher. Voilà. C'est une équation assez simple. Donc, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que vous voulez des prix plus bas, donnez-nous du volume. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à tout hasard? Non. Bon. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était la dernière des catégories qui présentaient. Il me reste à d'abord remercier le jury. Merci beaucoup. Ils n'ont pas fini de travailler. Là, ils vont partir en délibération. Et puis, on les retrouvera à 12h15 ici, dans cette salle. Partez pas tous tout de suite. Merci beaucoup. Je vous remercie vous aussi, parce que c'était vous qui faisiez tout le boulot ce matin, donc merci. 1 heure de délibération, on se retrouve ici à 12h15 pour la remise des trophées, dans cette salle même. Merci beaucoup, à tout à l'heure, le public aussi j'espère.